pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour vous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Tous mes films ont été en quelque sorte des entreprises hasardeuses, risquées. Et les choses se font déjà pas facilement, quand c'est normal. Mais déjà au départ, et par le sujet, et par les lieux, c'était pas évident du tout. Donc j'ai été toujours confronté à une série de personnes qui m'ont dit, mais enfin, pourquoi faire ce film? Quel est l'intérêt de faire un film, par exemple, sur un monsieur ou sur des personnes qui sont pas connues? Moi, l'intérêt venait justement de là, c'est qu'elles n'étaient pas connues et que c'était déjà pour moi une manière de mieux les connaître et puis de partager cette rencontre avec les spectateurs. En fait, j'ai appris le métier sur le tas. J'ai commencé, bien évidemment, par aller dans une école de cinéma, entre guillemets, mais à l'époque n'existait pas encore l'INSAS ni l'IAD, et existait la Cambre, qui était une école artistique, dans laquelle on enseignait aussi bien la peinture monumentale, le design industriel, la sculpture, la céramique, la reliure, et puis il y avait une section cinéma. Bon, mais on n'avait pas des cours de technique. Donc on avait les cours généraux, on avait les cours d'histoire de l'art, de littérature, enfin bon, mais que suivaient tous les élèves de la Cambre. Mais une fois qu'on se retrouvait dans notre atelier, la journée, on regardait des films, on allait chercher des films à l'ambassade de France, qu'on se projetait. Mais pour le reste, il y avait là une réflexe, et puis, bon, on a quand même pris cette caméra, et on faisait nous-mêmes, pour apprendre un peu quelque chose, on réalisait nous-mêmes un film, mais qu'on payait de nos deniers, et on travaillait ensemble. Donc j'ai commencé par réaliser un film, connaissant rien du tout, donc, mais apprenant ce que c'était que cette caméra et les objectifs aussi en 16 mm. Bon. Et donc on ne formait à la Cambre évidemment que des réalisateurs. Un réalisateur n'avait pas à connaître la technique, c'était un artiste. Bon, c'est une chose. Mais enfin, j'avais un petit goût de manque dans... Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler, de pouvoir commencer à travailler dans le cinéma, avec un monsieur qui s'appelait Frédéric Guelfus, qui était directeur de la photo. Autant je connaissais la réflexe pour l'avoir utilisée à la Cambre, et je pouvais la manipuler, je pouvais la charger. Hein. Là, c'était un caméflex. Et donc, à un moment donné, Frédéric Guelfus me dit, écoute Claude, voilà, tu vas charger le caméflex, c'était du 35 mm, tu vas charger le caméflex. Très embêté, je me dis, comment... Moi, je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas cette caméra. Et donc, je lui ai dit, écoute, Frédéric, je suis incapable de charger cette caméra. Ah bon, qui me fait, mais tu ne sors pas d'une école de cinéma, tu vois. Je lui ai répondu, oh, mais non, attention, je suis un artiste. Bruxelles, le 29 avril 1887. Le président de la Commission royale des monuments déclare «
J'espère qu'un jour nous verrons un des honorables artistes consacrer sa science à faire une monographie du palais de justice. Ce sera une œuvre patriotique et artistique, d'autant plus méritoire qu'elle fera comprendre qu'en Belgique, les travaux d'utilité publique et les travaux d'art ont toujours reçu une impulsion égale. Donc à l'époque, pour remplir les frigidaires, je travaillais dans la publicité, je m'occupais beaucoup de post-production. Et disons que j'avais l'idée, pour un peu me sortir de tout ça, de faire un film sur le palais de justice. Bon. Et j'avais très peur aussi, parce que je me posais la question, j'étais très surpris, parce que voilà un bâtiment qui trône au milieu de Bruxelles, qu'on voit de partout. Je veux dire, on peut même sortir de Bruxelles, par temps clair, le voir de très loin. Je me demande si, depuis Malines, on ne peut pas le voir. Bref, je me dis, très étonnant, personne n'ait rien fait sur le palais de justice. De l'autre côté, je me dis, c'est pas mal. Donc, je propose le film à un producteur qui me dit, écoute Claude, c'est pas possible. Faire un film sur quelque chose d'aussi moche, non. Ça, moi, je ne produis pas un film comme celui-là. « 97,50 mètres de hauteur, et pour soutenir le dôme, des piliers en pierre reliés par des arcs, couronnés d'arcades en plein cintre, et un réseau de longerons d'acier. Mon palais de justice, finalement, j'ai abandonné le côté historique, où je l'ai réduit à peu de choses. Bien sûr, la construction, la date de la construction, qu'il ait mis 20 ans, etc. Poulart, aussi la biographie à très peu de choses. Mais j'étais fasciné par ce bâtiment, et c'est devenu le palais des merveilles. Il n'y avait plus rien à voir avec la justice. Et mon propos, d'ailleurs, n'était pas de faire un film sur la justice, c'était vraiment ce bâtiment, une espèce de bâtiment fantastique, extraordinaire. Je crois que c'est le plus grand bâtiment d'Europe. Ça se trouve dans une petite ville, à l'époque, Bruxelles n'est pas très grand, à la fin du 19e. Petit pays, et cet énorme bâtiment qui est construit là au milieu, avec toute la symbolique qu'il implique aussi. C'était un des premiers bâtiments laïques. C'était un bâtiment qui était plus haut que les églises à l'époque, donc c'est très mal vu. Il ne portait pas la croix au sommet. Une chose est certaine, écrit un journaliste à l'époque, c'est que l'absence de croix, marquant la volonté bien arrêtée de se passer des bénédictions divines, ne sera pas une protection pour le nouveau palais de justice et ne lui portera pas bonheur. Et ce film a très très bien marché. Autant il avait été difficile à monter, autant je crois que c'est les films que j'ai fait qui a eu le plus de prix. Ça a très bien marché, et même passé à la télévision en France et tout. Il y a eu, voilà, et on a très bien pris la chose. Le 15 mars 1866, en compagnie de Poulet-Malassis, son éditeur censuré par la France, et de Félicien Rops, son seul ami en Belgique, Charles Baudelaire visite l'église Saint-Loup à Namur. Il y avait un projet de faire un film sur Rops et Baudelaire. Et on a pris le parti d'être de mauvaise foi dès le départ. C'est-à-dire de choisir dans Baudelaire tout le mal qu'il pouvait dire de la Belgique. D'autre part, de choisir aussi chez Baudelaire tout le mal qu'il pouvait dire des femmes. Et Dieu sait s'il en a dit, mais tout le bien aussi. Parce qu'il y avait chez Baudelaire les deux faces. Il pouvait être extraordinairement amoureux, mais aussi extraordinairement détestant les femmes. J'ai toujours été étonné qu'on laissât les femmes entrer dans les églises. Quelles conversations peuvent-elles tenir avec Dieu?
La femme ne sait pas séparer l'âme du corps, elle est simpliste comme les animaux. C'est une espèce d'idole stupide. Ce n'est pas un animal dont les membres correctement assemblés fournissent un parfait exemple d'harmonie. Ce n'est même pas un parfait exemple de beauté pure. Si je la rencontrais, je ne pourrais m'empêcher de lui jeter un bénitier à la tête. Et donc, vis-à-vis de la politique, de l'engagement, c'est devenu un parfait mécréant. Donc ça nous amusait aussi, ça nous intéressait, ce côté mécréant dandy. Donc, il y avait une série de choses qui nous alertaient un peu provocatrices pour un court-métrage. Et ça allait très bien avec Rops, qui lui-même a fait des tableaux ou a fait des dessins assez provocateurs également. Culte des Belges pour leur chapeau. Tout leur va mal. La musique elle-même est silencieuse. On arrose quand il pleut. Mais ce peuple ne se bat pas pour les idées. Il ne les aime pas. Ce qui les réunissait en plus, c'est que Rops avait emmené Baudelaire à Namur, dans l'église Saint-Loup, qui est une merveille. Et donc il a emmené son ami Charles visiter l'église. Et là, Baudelaire a eu son attaque d'hémiplégie. Donc il a fallu le ramener à Bruxelles. Et alors là, on connaît la fin. Donc il n'a plus dit un mot, sinon quelques injures qui ont effrayé les petites nonnes. La première fois que j'ai vu Les Marchands de Craie, qui est un triptyque de Léon Frédéric, j'avais été assez impressionné. Et ce qui m'avait frappé dans ce tableau, c'était le regard caméra, si j'ose m'exprimer ainsi, des personnages, ou tout au moins d'un personnage du tableau qu'on retrouve dans les trois triptyques. Et à partir de là, le fait que c'était les personnages d'un tableau qui regardaient les spectateurs plutôt que l'inverse, ça m'amusait assez d'adopter cette démarche dans un film. D'habitude, on fait un film sur le tableau, mais on ne fait pas tellement un film sur les personnes qui regardent ce tableau. Filmer le tableau ne posait pas un grand problème. Par contre, filmer les spectateurs, les visiteurs du musée regardant le tableau, c'était un peu plus compliqué. Et surtout que les visiteurs ne s'aperçoivent pas qu'ils soient en train d'être filmés. Ils ne voient pas qu'il y a une caméra ou des caméras qui sont en train de les filmer parce que leur comportement à ce moment-là ne serait plus le même. On a installé une série de toutes petites caméras, pas plus grandes que mon doigt, autour des triptyques, sur des montants. Et c'est là où l'ingénieur du musée était utile, parce qu'ils ont construit une série de tiges sur lesquelles on pouvait fixer ces petites caméras à des hauteurs différentes. Mais comment faire venir, alerter les visiteurs sur ce tableau qui n'est pas... Généralement, les visiteurs vont vers d'autres tableaux. Ce n'est pas un tableau spectaculaire qui, pour moi, m'avait impressionné, mais ce n'est peut-être pas le point de vue de tous les visiteurs d'un musée, malheureusement. Et donc,
j'ai demandé qu'on place un cordon devant le tableau. De telle manière à ce que les visiteurs entrant dans cette salle de musée se disaient « Tiens, c'est le seul tableau devant lequel il y a des cordons. » Mais du coup, s'installait aussi une relation entre la jeune fille qu'on voit dans les triptyques qui regarde les visiteurs et les visiteurs eux-mêmes. Avec Truffaut, voilà Denis Marion, le voilà avec Sophia Loren.